Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Imaginez un peu, vous tombez sur un manuel, un truc assez étrange, plein d'idées radicales, et ce manuel prétend rien de moins que réécrire toute l'histoire humaine et proposer une société complètement différente. C'est un peu ce qu'on a sous les yeux avec ces documents tirés du Manuel du Commun Art ou Handbook of Anarcom. Ça date de 2012. Alors attention, ça risque de secouer un peu les idées reçues. On a donc des annexes, des analyses, même un programme. L'objectif qu'ils affichent, c'est de passer d'une lecture réaliste, c'est leur terme, de notre histoire, à une proposition. Une proposition qu'ils nomment la société convenable. C'est une sorte de, comment dire, de mélange entre communisme et anarchisme. C'est dense, oui, parfois un peu, abrupt dans le ton, mais l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette vision du monde. Elle est très, très particulière. Oui, tout à fait. Et le point de départ, c'est vrai que c'est une critique assez sévère de ce qu'ils appellent la préhistoire sociale vivante. Pour eux, en fait, toute l'histoire humaine jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une préhistoire. Pourquoi? Parce qu'elle serait basée sur une pensée limitée, un préjugé. C'est leur concept clé. Et ils la divisent en deux grandes phases. D'abord une phase parentale qui lie plutôt au matriarcat, à l'égalité matérielle, et ensuite une phase bourgeoise. Là, c'est lié au patriarcat, au mariage, ils utilisent le terme maritala, et à la liberté, disons, plus formelle. Et d'après eux, on ne serait même plus dans ces phases-là, on serait dans leur échec, c'est ça? Exactement, c'est ça l'idée. Ils affirment que l'échec de ces deux phases, surtout depuis le début du 19e siècle, disons vers 1835, eh bien cet échec nous aurait plongé dans ce qu'ils nomment la barbarie intégrale dominante, la BID. C'est un terme assez fort pour décrire notre époque actuelle qu'ils voient comme une sorte de dégénérescence généralisée. D'accord. Bon, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est donc de décortiquer cette pensée, comprendre leur critique de l'histoire, essayer de cerner leurs propositions philosophiques, ce fameux réalisme vrai. Et puis, esquisser un peu la structure sociale alternative qu'ils imaginent. Alors, accrochez-vous, on plonge dans ce système de pensée assez unique. Commençons peut-être par leur vision de l'histoire, cette préhistoire sociale. Ils disent quand même qu'elle a eu ses mérites, qu'elle a fait honneur à l'humanité, mais le problème fondamental, c'est ce fameux préjugé. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, plus précisément? Alors, le préjugé, dans leur jargon, c'est vraiment une pensée unilatérale, une pensée qui ne voit qu'un côté des choses en quelque sorte. Pour la phase parentale, le préjugé dominant serait matérialiste. Donc tout est matière, l'égalité matérielle prime, mais la liberté individuelle, elle, est assez limitée. Et pour la phase bourgeoise, c'est le préjugé inverse, spiritualiste. L'esprit, la liberté individuelle sont mis en avant, mais l'égalité matérielle est sacrifiée. Et point important, l'une n'est pas vue comme un progrès absolu sur l'autre. C'est juste une autre forme de déséquilibre, si vous voulez. Ah d'accord, donc chaque phase, en gros, privilégie un pôle, soit matière-égalité, soit esprit-liberté, mais au détriment de l'autre. Et c'est ça qui conduit à l'échec? C'est l'idée? C'est vraiment le cœur de leur critique. Cette hégémonie, ce déséquilibre où un pôle domine l'autre, ça conduit inévitablement à la corruption, à la décadence, ce qu'ils appellent donc la barbarie. Ils donnent un exemple, la Révolution française de 1789. Pour eux, c'est le sommet de l'ère bourgeoise, mais c'est une fausse couche. Pourquoi? Parce que, même avec des figures comme Marat ou Robespierre, elle n'aurait pas réussi à établir à la fois une vraie liberté et une vraie égalité. Elle serait restée prisonnière de ce préjugé bourgeois, de cette unilatéralité. Et c'est après cet échec donc qu'arrive cette fameuse barbarie intégrale dominante, la BID dont vous parliez. Voilà, vers 1835, c'est la date qu'il donne. Et il l'associe à l'émergence d'une nouvelle élite, des bourgeois renégats, principalement en Europe et en Amérique. Des gens qui auraient abandonné même les idéaux pourtant déjà limités selon eux de la phase bourgeoise. Et cette bide, une fois bien installée en Occident, elle aurait ensuite activement bloqué les évolutions potentiellement positives ailleurs dans le monde, via le colonialisme, les guerres mondiales, etc. C'est une vision très, très sombre qui présente notre modernité comme une impasse globale, une sorte de maladie sociale généralisée, quoi. D'accord, le diagnostic est posé et il est plutôt radical, hein. Une histoire humaine déséquilibrée, limitée par des pensées unilatérales, qui a fini par sombrer dans une barbarie généralisée. C'est
C'est assez intense comme lecture. Mais alors, quel est le remède qu'il propose? Sur quoi est-ce qu'on peut reconstruire d'après Ève? Dans la solution qu'ils avancent, c'est une philosophie. Une philosophie qu'ils nomment le réalisme vrai. Et ils se réclament explicitement d'un penseur assez méconnu, un moine bénédictin français du XVIIIe siècle, Dom Deschamps. Ils l'appellent même notre maître. Le cœur de ce réalisme vrai, c'est justement de dépasser cette unilatéralité, de refuser l'hégémonie d'un pôle sur l'autre. L'objectif, c'est de chercher à fusionner les grands opposés, la matière et l'esprit, et par conséquent l'égalité et la liberté. Fusionner matière et esprit, égalité et liberté. C'est très ambitieux. Comment est-ce qu'ils expliquent ça plus concrètement? Parce que dit comme ça peut sembler presque contradictoire, non? Ah oui, ils insistent énormément là-dessus. Il y a une citation clé dans le manuel qui dit « Matière et esprit sont les deux faces d'une même et unique réalité ». Pour eux, l'erreur fondamentale de toute la préhistoire, ça a été de les opposer, de choisir l'un contre l'autre. Le matérialisme parental, il aurait nié l'esprit, et le spiritualisme bourgeois, lui, il aurait méprisé la matière. Le réalisme vrai, lui, il veut les tenir ensemble, dans ce qu'ils appellent un rapport lucide. C'est un peu comme s'ils disaient que l'histoire a toujours essayé de marcher sur une seule jambe, soit la jambe matière-égalité, soit la jambe esprit-liberté. Leur réalisme vrai, ce serait enfin vouloir marcher sur les deux jambes en même temps. C'est ça l'image. Oui, l'analogie des deux jambes est assez parlante, effectivement, et c'est ça qu'ils appellent la pensée lucide, par opposition au préjugé unilatéral dont on parlait. Exactement, c'est ça. Cette pensée lucide, qui accepte et qui cherche à intégrer les contradictions apparentes, c'est vraiment la base de toute leur approche. Et ça a des conséquences importantes sur leur méthode. Par exemple, ils critiquent certaines formes de dialectique marxiste. Staline et Mao sont cités nommément. Ils les jugent trop mécaniques ou trop dogmatiques. Eux, ils insistent sur l'analyse concrète de chaque situation spécifique, sur la nature particulière de chaque contradiction. Il n'y a pas de recette unique, quoi. Et ils présentent ça comme une non-science. C'est un terme un peu curieux, non? Non-science. Oui, c'est un terme choisi. C'est pour se distinguer, d'après ce qu'ils disent, de la science civilisée, c'est-à-dire bourgeoise, qu'ils jugent trop a prioriste, trop coupée du réel concret. Mais c'est aussi pour combattre ce qu'ils appellent l'anti-science de la barbarie actuelle, qui serait, elle, pure irrationalité et manipulation. C'est un positionnement assez particulier entre les deux. Et l'organisation qui est censée porter cette mission, cette philosophie, c'est l'Église réaliste mondiale, ou ERM, WRC en anglais pour World Realist Church. Une église? C'est quand même un terme surprenant pour un mouvement qui se veut révolutionnaire et qui critique les religions établies, non? Et elle serait chargée de maintenir la lucidité du mouvement. C'est une structure qui semble avoir un rôle avant tout théorique, idéologique peut-être. Pas une église au sens traditionnel, bien sûr. D'accord, donc si je résume cette partie, face à une histoire vue comme déséquilibrée, ratée, il propose une nouvelle philosophie, le réalisme vrai. Son but, fusionner les grands opposés, matière-esprit, égalité-liberté, grâce à une pensée lucide. Et c'est porté par une organisation spécifique, l'ERM, cette église réaliste. Ça, c'est la base intellectuelle. Bon, maintenant, comment est-ce que ça se traduit concrètement en société? C'est quoi cette société convenable qu'il vise? Alors ça, c'est l'objectif final, oui. La société convenable. Ils l'appellent aussi comme un art, pour communisme-anarchisme. Et pour eux, ce n'est pas juste une réforme, c'est carrément l'étape suivante de l'évolution humaine. L'avènement d'une troisième espèce de la race humaine. C'est dit comme ça. Très concrètement, ça passe d'abord par l'abolition de ce qu'ils considèrent comme les piliers de la société actuelle et même passée. L'argent et les armes. Fini. Et à la place, ils imaginent un système basé sur le volontariat gratuité. Le travail ne serait plus une contrainte économique pour survivre, mais deviendrait, et là ça rappelle un peu Marx, le premier besoin vital. Quelque chose qu'on ferait par envie, par nécessité intérieure. Abolition de l'argent, des armes, travail volontaire, bon ça fait écho à certains idéaux communistes ou anarchistes assez classiques. Mais la grande question c'est, bon, comment est-ce qu'ils comptent organiser ça concrètement pour que ça fonctionne? Qui prend les décisions? Comment ça tourne au quotidien? Oui, et là, la structure qu'ils proposent est en fait assez détaillée. Elle repose sur ce qu'ils appellent le peuple organisé. Mais attention, ce n'est pas la masse indifférenciée informe. C'est une structure bien précise. Un couple front-église.
On a déjà évoqué l'Église, les RM. Son rôle, c'est d'assurer la cohérence idéologique, la fameuse lucidité. C'est le pôle théorique. Et le front, lui, c'est l'organisation pratique. C'est le front qui émerge de la base, qu'ils appellent la masse informe, et qui mène l'action concrète. D'accord. Et ce front, il est lui-même structuré? Ce n'est pas juste une entité... Non, il est structuré en 3 branches principales, d'après les textes. Il y a le syndicat, qui regroupe les travailleurs, les salariés, dans la phase de transition, j'imagine. Il y a le parti, et là c'est très spécifique, il est désigné comme un parti de femmes. Et enfin, il y a le club, qui semble être destiné à la jeunesse. Attendez, un parti de femmes? Uniquement de femmes? Ça, c'est très, très spécifique. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est là que ça devient vraiment intriguant, je trouve. Oui, et c'est un élément absolument central de tout leur projet. Ce parti de femmes est vu comme l'outil indispensable pour renverser ce qu'ils appellent le marialat. Le marialat, c'est leur terme pour la domination masculine telle qu'instituée par le mariage et la société bourgeoise. Et ils considèrent que sa version actuelle, dégénérée, c'est ce qu'ils qualifient de pornocratie, des termes très forts. L'objectif de ce parti de femmes, c'est d'instaurer un néo-matriarcat. Attention, ce n'est pas un retour au matriarcat primitif fantasmé, mais c'est d'établir une véritable égalité personnelle des sexes. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils insistent, cette égalité doit se faire non pas en imitant les hommes, mais en s'appuyant sur la féminité elle-même, pour contrer ce qu'ils nomment la bestialité sexuelle dominante. Donc ce parti est absolument crucial dans leur schéma. C'est une vision très, très forte du rôle politique spécifique des femmes, et c'est lié à une critique extrêmement radicale des rapports de genre actuels. Waouh! Et le syndicat, alors? Quel rôle il joue dans cette organisation, à côté de ce parti de femmes? Le syndicat est tout aussi fondamental, mais lui, c'est sur le plan de la gestion économique et sociale. Il est clairement destiné à remplacer l'État bourgeois et toute son administration. Les documents parlent d'une république partisane syndicale. La gestion quotidienne serait assurée par des collèges de gérants syndicaux. Ils évoquent une organisation possible selon 2 logiques, par territoire géographique et par tâche productive. Et l'idée clé ici, pour que ça fonctionne, c'est celle du mandat. Le mandat. Comme le mandat d'un élu politique aujourd'hui? Alors, ils reprennent le terme, oui. Et ils s'inspirent même explicitement du droit romain et du code Napoléon sur ce point. Mais ils le transforment radicalement. Dans leur vision, le mandat, ce n'est pas du tout une délégation de pouvoir ou l'élu à carte blanche. Non, c'est un devoir. C'est une charge qui est imposée par la base, le peuple organisé, à ceux qui sont jugés les plus capables pour une tâche précise. Et ce mandat est impératif, c'est-à-dire que le mandataire doit suivre les instructions de la base et il est révocable à tout moment si la base n'est pas satisfaite. C'est une sorte de collectivisation et de démocratisation radicale du principe même de mandat. Donc, si je récapitule, une société sans argent ni armes, qui serait gérée par un front structuré, syndicat, parti de femmes, club, sous la guidance idéologique d'une église réaliste. Et tout ça fonctionnant avec un système de mandat impératif et révocable. C'est une architecture sociale qui est complètement différente de tout ce qu'on connaît. Ah oui, absolument. C'est une tentative vraiment de penser une organisation sociale qui soit l'incarnation directe de leur philosophie du réalisme vrai. Une organisation qui essaye de combiner l'égalité via le rôle central du syndicat, le mandat collectif, et une forme de liberté pensée différemment, avec, et c'est crucial, une place très spécifique, très centrale donnée à la question des genres via ce parti de femmes et l'objectif du néo-matriarcat. Bon, pour essayer de rendre tout ça un peu moins abstrait peut-être, les auteurs de ce manuel, ils utilisent pas mal d'exemples concrets tirés de l'histoire ou du droit. Comment est-ce qu'ils s'en servent pour appuyer leurs arguments ou illustrer leurs idées? Oui, c'est vrai. Ils puisent dans différentes sources, de manière assez éclectique d'ailleurs. Un exemple qui revient souvent, c'est le code Napoléon. D'un côté, ils vont en citer des passages très précis, par exemple sur le contrat de mandat. Ils analysent comment il fonctionne, les obligations du mandant, du mandataire, pour montrer qu'il y a là une base juridique intéressante, une rationalité, mais qu'il faut absolument la collectiviser, la sortir de son cadre individualiste et bourgeois. Et de l'autre côté, j'imagine qu'ils critiquent aussi ce même code Napoléon. Ah oui, tout à fait. C'est l'autre face. Il cite aussi abondamment et avec force détail les articles qui consacrent la subordination des femmes. Le fameux article 213, par exemple. La femme doit obéissance au mari. Ou tous ceux qui donnent au mari seule l'administration des biens du couple. Pour eux, c'est l'illustration parfaite, noir sur blanc, de ce marital à bourgeois qu'ils veulent absolument abolir.
Donc, le Code Napoléon leur sert à la fois de source d'inspiration partielle pour le concept de mandat et de contre-modèle absolu pour ce qui est de la condition féminine. C'est assez dialectique comme approche. Oui, c'est une manière assez intéressante d'utiliser les sources du passé, en effet. Est-ce qu'il donne d'autres exemples de ce type où il pioche dans l'histoire? Oui, ils évoquent aussi pas mal les Saint-Simoniens. C'est ce mouvement socialiste qu'on qualifie souvent d'utopique au début du XIXe siècle. Ils citent en détail certaines de leurs idées, notamment sur l'abolition de l'héritage et surtout leur appel à l'égalité future des sexes. Il y a une citation qu'ils reprennent. Les Saint-Simoniens disaient que l'épouse doit devenir l'égale de l'époux. Donc ils les présentent un peu comme des précurseurs, des gens qui avaient entrevu une partie de la vérité, même si leur vision restait forcément limitée par leur époque et leurs propres préjugés selon l'analyse du manuel. C'est une façon pour eux de s'inscrire dans une certaine histoire critique, en reconnaissant des ancêtres partiels, tout en affirmant vouloir les dépasser. D'accord. Et au-delà de ces exemples plus socio-juridiques, il y a aussi des éléments plus, disons, culturels ou même directement polémiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le manuel contient par exemple les paroles d'un hymne, l'hymne de leur église réaliste. Il est intitulé Le Grand Guignol, et il se chante sur l'air de la Carmagnole, un chant révolutionnaire français très connu. Et les paroles sont très directes. Elles attaquent pêle-mêle les préjugés religieux et laïques, les syndicats jugés corrompus, ils disent bidon, le statut des femmes qui serait réduit à un cheptel baisable. C'est un condensé assez brutal de leur vision critique et de leur appel à l'action. Et ils utilisent une forme culturelle populaire pour le faire passer. Et il y a aussi, vous l'avez mentionné rapidement, des passages très critiques envers certaines figures ou mouvements plus contemporains. Effectivement, c'est un aspect important aussi. Les documents contiennent une critique extrêmement virulente du sionisme politique. Ils l'opposent à ce qu'ils appellent un vrai retour à Sion, qu'ils appellent de leur vœu, mais dans un sens très différent, semble-t-il. Et des personnalités politiques, comme Simone Veil par exemple, sont aussi attaquées de manière extrêmement dure, voire violente dans les termes. Elle est accusée, entre autres, d'être complice d'un système qui mènerait selon eux à un futur pogrom. Là, il est vraiment important de souligner, comme vous l'avez fait, nous rapportons aussi le contenu de ces sources pour l'analyse, mais nous n'endossons absolument pas ces points de vue qui sont exprimés de manière très agressive dans le texte original. Oui, tout à fait. Cette neutralité est essentielle quand on aborde des textes aussi chargés. Donc pour essayer de synthétiser un peu ce parcours dans ces documents, on a vraiment affaire à une vision du monde qui est très cohérente, mais dans sa radicalité. Ça part d'une critique totale de l'histoire humaine passée, vue comme une préhistoire limitée par cette pensée unilatérale, ce préjugé, une préhistoire qui aurait abouti à une barbarie généralisée aujourd'hui. Pour en sortir, la proposition, c'est une philosophie, le réalisme vrai, qui cherche à fusionner matière et esprit, égalité et liberté. Et cette philosophie doit ensuite s'incarner dans une société convenable, la fameuse comme un art, avec une structure très spécifique, ce peuple organisé en couple front-église, et avec un rôle absolument central pour le syndicat dans la gestion et pour ce très surprenant parti de femmes visant un néomatriarcat. C'est ça le tableau général. C'est effectivement une construction intellectuelle et politique qui défie beaucoup de nos catégories habituelles de pensée. Qu'on trouve ces idées fascinantes ou dérangeantes, ou peut-être même complètement utopiques, peu importe au fond. Elles obligent à questionner nos propres évidences, nos idées sur le progrès, sur la politique, sur les rapports hommes-femmes, sur l'économie. C'est une invitation à penser autrement, même si c'est de manière extrême, il faut le dire. Finalement, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Quelle résonance ça peut avoir? Oui, une des affirmations très fortes de ces textes, c'est que la pensée mène l'humanité. C'est une de leurs maximes. Alors, si on prend cette idée au sérieux, ne serait-ce qu'un instant, ça nous renvoie un peu à nous-mêmes, non? On peut se demander dans quelle mesure est-ce que nous sommes, individuellement et collectivement, encore prisonniers de certains préjugés. Que ce soit des restes de matérialisme un peu simpliste, ou de spiritualisme un peu désincarné, ou peut-être de ce que le manuel appelle la grimace mentale de la barbarie actuelle. Est-ce que ces préjugés façonnent nos choix, nos institutions, nos relations, parfois sans même qu'on s'en rende vraiment compte, hein? Oui, c'est une question assez vertigineuse en fait. Et elle dédouche assez logiquement sur une autre question. Si nous sommes effectivement influencés, peut-être plus qu'on ne le croit, par ces pensées unilatérales, quelle forme de lucidité, pour reprendre leurs mots, faudrait-il alors développer pour y voir plus clair? Pour, comme ils nous y invitent de manière si radicale, commencer peut-être à tourner la page de la préhistoire. Ce n'est évidemment pas une question à laquelle on peut répondre facilement là, maintenant,
Mais c'est peut-être ce que cette exploration un peu étrange nous laisse à méditer. Une question à méditer en effet. Et c'est ici que se termine notre analyse de ces textes pour le moins complexes et, oui, provocateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette plongée.